Bonjour à tous. Donc, j'ai essayé de comprendre le thème de votre colloque et j'ai ressorti des éléments en disant effectivement, il s'agit sûrement de repenser la décentralisation ou les décentralisations d'ailleurs, avec un regard nouveau en fonction de l'évolution de notre société. Alors, j'ai trouvé que c'était un petit peu cabotin et voire provocateur de votre part de l'organiser à Bordeaux, capitale girondine, mais c'est très bien comme ça. Et je vais essayer, puisque je suis le corps étranger ce matin, de vous amener quelques éléments factuels. Je suis dans le concret pratique de tous les jours, puisque c'est en tant que témoin entrepreneur industriel que je vais essayer de vous amener des éléments concrets, factuels, pour étayer vos réflexions. Alors, je suis dirigeante de la société A Puissance 3. A Puissance 3 est une PME installée au sud de Bordeaux, à Socats. Et nous développons et nous fabriquons des matériels de mesure industrielle et contrôle de procédés. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez mieux par la suite. Donc, la société existe depuis une trentaine d'années, depuis 30 ans tout juste d'ailleurs, et nous sommes donc dans une véritable industrie, puisque nous avons nos propres laboratoires de recherche et de développement, nous faisons de l'innovation et nous fabriquons, c'est-à-dire que nous avons la maîtrise de nos produits. Il s'agit de produits que l'on appelle high-tech, puisque ce sont des matériels électroniques et avec toutes les évolutions technologiques que l'on connaît toutes ces dernières années sur ces thèmes technologiques. Et effectivement, il y a une évolution permanente dans ce domaine-là. Donc nous avons, dès l'origine, choisi une orientation qui est une orientation d'expertise, parce que pour avoir un caractère différenciateur et une vraie valeur ajoutée, il y avait nécessité de choisir une expertise. Donc notre choix s'est porté au hasard, je vais dire, non seulement des marchés, mais aussi des intérêts et des connaissances, vers le domaine des atmosphères explosibles, ce qu'on appelle latex aujourd'hui. Et donc, depuis 30 ans, nous développons des produits qui sont destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Donc, vous voyez qu'on était déjà dans un petit domaine, et là, on l'a encore plus resserré, c'est-à-dire qu'on est vraiment ce qu'on appelle une niche technique, technologique. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est une niche qu'il n'y a pas de concurrent. Rassurez-vous, forcément, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a un marché. S'il n'y avait pas de concurrent, c'est un signe aussi qu'il n'y a pas de marché. Voilà. Donc ça vous positionne un petit peu ce que l'on fait et qui on est. Alors, pour vous donner des éléments factuels par rapport à l'approche objet local, par rapport à une société qui est de plus en plus globale et mondialisée, et une économie qui elle-même est de plus en plus mondiale et globalisée. J'ai des éléments assez récents d'études sur les marchés que représentent nos produits, c'est-à-dire sur nos marchés au niveau, bien évidemment, mondial, puisque ça n'a d'intérêt qu'à ce niveau-là. Il faut savoir que dans notre marché, 12 entreprises, 12 acteurs accaparent 70% du marché, 70% en valeur. Et les 1000 et quelques autres restants se partagent les 30% restants. Ça vous donne une physionomie, je vais dire, de la structure du marché et tel qu'il se présente. Alors parmi les grands acteurs, je peux citer quelques noms qui vous seront sûrement pas inconnus, tels ABB, Siemens, Schneider, General Electric, voilà. D'accord ? Donc, ce n'est pas des petits, hein, et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a quelques éléphants
et je suis une puce. Donc, tant que la puce n'embête pas trop l'éléphant, la puce peut vivre. Et elle a aussi son intérêt. Donc, il y en a quelques autres acteurs parmi les 1000 restants, bien sûr, qui sont un peu plus gros qu'une puce. Mais ça donne la physionomie quand même du marché. Et donc, l'importance je ne veux même pas parler de rapport de force, mais de différence de comportement qu'il peut y avoir d'un point de vue industriel, économique, et donc de l'innovation qui en découle, par rapport à des structures aussi différentes. Ça va sans dire. Quand vous prenez ces acteurs éléphants, comme je les appelle, ce sont des très grosses structures très importantes, et qui d'ailleurs ne s'attaquent pas qu'au marché sur lequel je suis, qui en général sont aussi sur d'autres marchés, bien évidemment. Et là aussi, ils sont des éléphants sur ces autres marchés. Donc à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec des structures qui sont extrêmement grosses, extrêmement lourdes, extrêmement hiérarchisées et rigides en conséquence, telles que vous pouvez les connaître et les imaginer, avec une certaine lourdeur, etc. Donc, à contrario, je n'aime pas mettre vraiment en opposition les très grands groupes et les PME, mais là, vous devez bien convenir qu'il y a quand même des structures tellement différentes. À contrario, il y a donc les 1000 autres qui sont bien plus petits et qui ont quand même une légitimité et une justification d'existence par rapport à l'expertise justement qu'ils peuvent amener. Donc c'est le rôle que l'on a trouvé, nous, avec notre expertise sur les atmosphères explosibles. Et d'autres en ont trouvé d'autres, avec des points forts, avec des compétences tout à fait affirmées dans certains domaines. Et donc on se retrouve avec cette géographie, cette physionomie du marché, et il faut cohabiter avec. Alors ce qui se passe, c'est que les PME telles les nôtres avons effectivement une plus grande souplesse, une plus grande réactivité, une innovation peut-être plus on va dire, orientée client. J'aime pas le terme de sur-mesure, parce que combien on ne fait pas du mouton à 5 pattes, puisque en plus on est dans un domaine très réglementé, certificats, normes, etc. Donc on ne peut pas se permettre de faire le mouton à 5 pattes, mais on est dans une innovation orientée marché, orientée client, orientée usage, pour être le plus proche possible. Orientée aussi contrainte, et contrainte entre autres normatives et réglementaires. Et en Europe, on est assez bien placé pour se défendre dans ce domaine-là. Donc on a une approche notablement différente. Et là, je peux constater aussi, et je reviens sur les propos de Yannick Lang tout à l'heure, parce que j'abonde largement, en particulier sur la... C'est même pas une notion de nécessité de décentraliser ou d'organiser différemment cette notion de cluster géographique ou quoi que ce soit. C'est que naturellement, ça ne se fait pas comme ça. Les choses doivent se faire naturellement, on ne peut pas les imposer. D'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, ça n'est pas parce qu'il y a des politiques qui favorisent certaines choses qu'automatiquement on peut aller dans ce sens-là, parce que ça n'est pas forcément viable. Donc la logique, et ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a, par le biais aussi de l'évolution technologique, nous-mêmes nous sommes assez bien placés pour le savoir, donc toutes ces dernières années, c'est pas que d'hier, ça remonte sur les 20-30 dernières années, il y a eu en permanence des évolutions technologiques qui nous ont permis de s'affranchir des distances du temps, puisqu'on parlait de cette notion même d'ubiquité. Aujourd'hui, je peux faire presque deux choses à la fois sur deux lieux totalement distants, sur des sujets totalement différents. On gagne en vitesse, on gagne en temps de transfert des flux de toute nature, et en particulier des flux d'informations, bien évidemment. Et tout ça change notre manière de travailler. Et de ce fait, ce qui se passe, c'est que, en particulier au niveau des PME,
on va se retrouver avec une manière de travailler, et qui plus est, les PME qui ont plutôt une culture numérique, on va dire, c'est-à-dire qui se sont appropriés ces moyens et qui elles-mêmes travaillent sur ce type de moyens numériques, il y a une évolution et on a plutôt l'impression de voir plutôt que ces structures des grands groupes qui sont très rigides, très mécaniques, très hiérarchisées, on a plutôt une structure donc d'éléments autonomes même, mais qui s'organisent de manière organique justement. C'est-à-dire qu'il y a une structure organique, donc vivante, entre des éléments autonomes, qui bougent entre elles, qui se construisent, qui s'alimentent entre elles, et tout ça sans notion de proximité géographique, mais simplement par une proximité d'intérêt, d'objectifs, de partage de technologies ou autres. Et donc c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler les atomes crochus. Ça revient à ça. On a des atomes crochus avec telle ou telle autre PME ou ETI avec laquelle on va pouvoir plus ou moins facilement collaborer. Et je reviens tout à fait, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment à ce niveau-là. Donc par exemple, pour notre cas, nous avons des atomes crochus avec pas mal de sociétés en Allemagne, avec quelques-unes en Italie, avec aussi quelques-unes aux États-Unis. Donc vous voyez que ça n'est pas qu'une question de proximité, il est bien là une question d'intérêt, de partage, donc d'intérêt, que ce soit intérêt marché, que ce soit intérêt technologique. Et localement, donc je le vois en participant entre autres au niveau de la DESO qui regroupe, on va dire, en Aquitaine les industriels du numérique. Il n'y a pas d'industriels qui partagent les mêmes marchés que moi, mais par contre on partage des mêmes intérêts technologiques. Et là, on pourra aussi avoir des échanges et des atomes crochus, mais ce ne sera pas forcément le même type de collaboration, bien évidemment. Donc là, on voit qu'il peut y avoir il y a obligatoirement une évolution, il n'y a pas de segmentation géographique que l'on peut définir de manière stricte, mais plus des segmentations liées à des marchés ou à des manières de travailler ou à des technologies employées, pour arriver à un résultat optimum, bien évidemment, puisqu'on est quand même, on a beau le dire, on ne fait pas de la recherche comme ça ou de l'innovation uniquement pour le plaisir. Le but, c'est quand même de faire du produit, d'approcher un marché, de répondre à un besoin, finalement sur un objectif économique. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu les éléments de structure et comment moi je pouvais percevoir ces choses. Et effectivement, je trouve qu'il y a, typiquement, c'est une politique d'orientation, on va dire, de l'innovation qui a été donnée ces dernières années en France, qui ne cadre pas dans ce paysage. C'est typiquement les pôles de compétitivité. Donc c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement intéressant. Mais les pôles de compétitivité ont été jusqu'à encore peu de temps limité régionalement, voire à une grande région, mais quand même limité régionalement. Donc visiblement, il y a des choses qui bougent, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait de plus en plus une incitation aujourd'hui à ce que les pôles de compétitivité s'ouvrent à d'autres régions. Et là, on va pouvoir croiser, fertiliser des compétences, des expertises qui sont ailleurs. Et effectivement, on va se retrouver avec des possibilités. Donc, si on peut croiser entre régions, et pas seulement uniquement des régions de France, mais des régions d'Europe, bien évidemment, je pense que ça peut être très intéressant de travailler comme ça. Donc là, comme vous l'avez vu, je travaille sur un marché mondial, sur un marché global, avec des acteurs économiques, confrères et concurrents, qui sont, eux, positionnés sur un marché global et mondial, parce qu'il est bien évident que les gros acteurs ne sont pas situés du tout au niveau local, pour le coup. Eux, ils sont à un niveau global, avec des implantations partout. Donc, ils n'ont aucun intérêt local, et moi, je ne les considère pas en tant qu'objet local, tel que vous le donniez comme définition. Par contre,
tous les autres acteurs, oui, les PME tels les nôtres, peuvent être considérés comme objet local. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une réalité, en conclusion pour ma part, est-ce qu'il y a une réalité économique à l'objet local en tant qu'entreprise économique industrielle? Je dis oui. J'en suis assez convaincue parce que la notion d'objet local pour une entreprise industrielle, c'est d'abord qu'elle est ancrée sur son territoire, déjà par ses collaborateurs. Ce sont des collaborateurs qui existent, que l'on voit tous les jours en face à face et qui sont intégrés sur le territoire, qui sont positionnés sur le territoire. On n'est pas sur des grandes multinationales qui bougent le personnel comme des pions et qui demandent des mobilités pas possibles. Donc on est ancré par le personnel, les collaborateurs, on est ancré par l'implantation tout bêtement géographique que l'on a. Et par ces deux éléments, forcément, il y a au niveau des structures économiques et en particulier industrielles, une imprégnation de la culture locale qui transparaît. Et ça, c'est indéniable. Je ne vous cache pas que l'entreprise a été créée en région parisienne et nous avons décidé, il y a 25 ans, de venir en région bordelaise. Et l'élément majeur qui nous a fait décider ce positionnement et cette localisation ici, c'était la qualité de vie. La qualité de vie, oui, tout à fait, parce qu'effectivement, quand on est dans le domaine du numérique comme je le suis, je n'ai pas besoin de ressources. On a besoin de matières premières, certes, mais on n'a pas besoin de ressources particulières, minières, d'énergie particulière, de refroidissement de fleuves ou autre. Ce que l'on a besoin, c'est d'avoir des cerveaux et de la matière grise qui fonctionnent bien. Et pour que ça fonctionne bien, il faut qu'ils soient bien. Et donc, c'est la qualité de vie qui prime. Et donc, c'est la culture qui imprègne aussi tout ce qui peut être fait. Et là, je pense qu'il y a un véritable objet local et ancrage local de l'entreprise industrielle. Néanmoins, cette identité locale n'a de sens que parce qu'elle peut avoir une existence au niveau mondial. Si je ne pouvais pas travailler avec mes collègues, mes confrères en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, ailleurs, et vendre à l'exportation, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que l'objet local est le lien aussi qui peut exister avec ce qui existe au niveau global et au niveau mondial. C'est l'ouverture au global. Et là, je ne veux surtout pas mettre en opposition les grands groupes et les PME, mais je pense qu'il y a une bonne collaboration des deux. Et je pense que les grands groupes vont vraisemblablement, dans les années prochaines, évoluer beaucoup. Je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup, madame. Bien, je crois qu'avec ces trois exposés, nous avons pu nous plonger dans des questions efficientes d'économie industrielle. Nous avons pu également saisir à travers ces questions ce qu'était le problème ou les problèmes de la localisation, de la situation sous toutes ses formes, et en sortant des questions, disons, plus scolastiques de l'objet local il y a quelques années. Alors maintenant, en tant que président, j'ai un petit peu de pouvoir. Je m'excuse d'avoir importuné les interlocuteurs, j'étais là. Jusqu'à la seconde sous-séquence ce matin, donc qui est à 11h, il reste 35 minutes. Donc, sur ces 35 minutes, je vais faire un arbitrage, un quart d'heure de débat avec la salle, et au moins aussi important, 20 minutes de café. Qui veut prendre la parole ? Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur un point qui m'est assez sensible, qui touche évidemment l'innovation et le local, et notamment sur une diapositive qu'a présentée Roberto Cameni. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur le passage de l'invention à l'innovation.
Alors ça a été décrit, je pense que d'une manière conventionnelle à laquelle personne ne croit, comme un modèle linéaire. On sait que ça ne se passe pas comme ça. Simplement, vous avez parlé en termes de traduction d'une invention en innovation. J'expérimente en ce moment quelque chose d'un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a des grandes différences suivant je dis ça pour vous, madame, entre les types de recherche qui sont déjà très fusionnels avec l'entreprise. En l'occurrence, dans mon cas, c'est plutôt quelque chose qui tourne autour de la santé et de l'environnement. Et je découvre, ou plutôt je me rends compte que le poids du local est extrêmement fort. Et pour une raison assez simple, c'est que plutôt qu'une traduction, je vois dans le passage de l'invention à l'innovation un processus de création. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, quelles que soient les structures qui peuvent exister, qui sont au mieux des facilitateurs. Je ne reviendrai pas sur la vision des SAT, qui d'ailleurs travaillent assez peu là-dessus, en tout cas pour le moment. Mais on se rend compte que là la notion de proximité avec justement un réseau de PME, PMI, un climat de confiance, on a parlé de réseau social ce matin, pèse un poids très lourd. Alors, soit positivement, soit négativement, justement pour rentrer dans ce processus d'innovation qui est en fait inventé au cas par cas. Je voudrais savoir si vous partagez cette vision ou est-ce qu'effectivement vous considérez que c'est en gros, c'est un peu provocateur évidemment ma question, un simple algorithme à appliquer à l'invention pour déboucher sur une innovation qui demande des qualités que nous n'avons pas en tant que chercheurs et qui demande justement d'avoir ce passage de relais avec une dimension de proximité, une dimension humaine, une dimension de valeur, parce que c'est la première chose qu'on nous demande, quelles sont vos valeurs. J'aimerais vous entendre, M. Cavagni, sur ce point, ou d'autres d'ailleurs. Merci. Nous vous écoutons. Ah, si, tout de suite? Oui. Si, c'est mieux. Mais pas trop longtemps. Je partage tout à fait votre point de vue en disant que c'est l'élément critique, là, hein, ce type de passage. Hein. On le voit même dans la grande entreprise. La grande entreprise a le problème d'une interface entre les chercheurs et même ceux qui présentent des brevets, etc., l'inventeur, qui ont un langage plutôt scientifique, et le manager, qui ont un langage d'entreprise, qui regarde des besoins existants ou possibles, hein, et qui doivent comprendre comment utiliser les éléments de l'invention ou des inventions qui sont autour pour répondre à une stratégie industrielle. Là, on a toujours besoin d'un transcodage. Hein. Le transcodage, ça c'est quelque chose que j'ai un peu théorisé il y a 20 ans, en réfléchissant sur le concept des milieux. Ce transcodage de code de langage d'idées, hein, existe pour la grande entreprise qui doit se dépêcher à l'intérieur, retrouver des façons d'organisation pour faire ça, mais aussi pour la petite entreprise. Et là, le rôle du local, le rôle du milieu est terriblement important. Parce que là, le transcodage, je dis, on peut, tandis que cette fonction est internalisée par la grande entreprise, dans la petite entreprise, la plupart de ça vient d'une capacité, d'une connaissance diffusée. Le milieu local agit comme un processus de transcodage collectif, hein, à travers des processus d'interaction, même d'imitation. Mais ce n'est pas seulement sur l'élément technologique, c'est aussi le transcodage de l'information politique, géopolitique. Il s'ouvre de nouveaux marchés, il y a des risques dans des marchés existants.
beaucoup d'entrepreneurs, petits entrepreneurs en Italie du Sud, ils avaient décentralisé la production en Albanie et dans la péninsule balkanique, justement avant la guerre qui s'explose. Alors là, encore, il y a un rôle de socialisation de l'information, mais surtout de la traduction de l'information en éléments de décision. Oui, merci Roberto. Ton exposé qui était très stimulant avec la typologie aussi que tu as présenté des différentes régions. J'avais deux remarques. La première, c'est sur le modèle linéaire d'innovation. Plus beaucoup, ni de chercheurs ni d'entreprises, n'y font référence. Et c'est plutôt des modèles holistiques d'innovation, comme ceux de Langdon et Morris, par exemple, de la 4e génération, c'est-à-dire des modèles itératifs et intégratifs d'innovation, avec des processus un peu en spirale d'aller-retour entre des moments de conception et puis des moments d'expérimentation, d'autant plus itératifs que souvent ils intègrent la contribution de plus en plus des utilisateurs et des consommateurs, en particulier avec les réseaux sociaux. Mais c'est pas nouveau ça, mais disons que ça s'amplifie. Et donc, pourquoi tu n'as pas intégré d'autres modèles d'innovation pour faire l'analyse comparée? Pourquoi c'est resté ce modèle qui est très contesté maintenant, voire abandonné, reste la référence pour l'analyse? Et puis j'avais une question, en revanche, sur un de tes transparents. Il apparaît presque que plus on investit dans la R&D, le ratio R&D sur PIB, plus il est élevé et plus l'indice de productivité, quasiment, la productivité est basse. Alors, ça voudrait dire qu'il ne faut pas investir dans la R&D si je vais jusqu'au bout. Bon. Très bonne question. Alors, pourquoi le modèle de référence? C'est le modèle de référence historique de l'économie industrielle et c'est un modèle logique. Hein? Connaissance, connaissance R&D. Combien de temps l'économie industrielle nous a dit que pour faire l'innovation, il faut faire de l'R&D. Ils ont continué à faire des politiques sur ces modèles implicitement jusqu'à il y a 3 ans. Innovation, il nous faut de la R&D. Ça, c'était disons le modèle mental implicite. Hein? Mais je dois dire, c'est un modèle logique pour faire de l'innovation, même, bon, innovation importante, tu as besoin de connaissances, tu as besoin des préconditions, bon, un marché de travail à la page, tu as besoin d'infrastructures, tu as besoin d'interaction. Tu as besoin d'un entrepreneur qui peut comprendre comment, il n'est pas un technologue, l'entrepreneur, il est quelqu'un qui regarde les besoins, oui, c'est branché sur... Alors, tu as besoin de tous ces passages. Hein. L'idée, alors, le modèle logique est celui-là, mais on a oublié ce que je disais avec les modèles de patterns d'innovation, tous ces éléments qui sont nécessaires, on peut les attraper de l'extérieur. Ils ne doivent pas être présents tous dans le même lieu. Ça, c'est le message. Hein. Il y a, bon, je vis en Italie, on n'a jamais fait de la recherche, mais on a été, jusqu'à il y a 15 ans, un des pays plus créatifs, sans faire de la R&D explicite. Et on a d'entrepreneurs très créatifs, même, bon, dans beaucoup de secteurs, pas seulement, bon,
pas beaucoup dans les hautes technologies, mais quand même il y en a, mais aussi avec une grande créativité appliquée aux produits traditionnels, par exemple. Alors, c'est un peu ça. D'autres modèles, mon idée, c'est regardons le territoire, quels sont les modèles possibles. Hein. Alors là, je vois que si on manque de knowledge, on peut l'attraper, on peut faire des coopérations. On peut attraper des chercheurs, les utiliser dans les entreprises locales ou dans le pôle de compétitivité. Là, il y a une différenciation, mais disons la structure logique est celle-là. Hein. Sur le deuxième point, non, ce n'est pas vrai que ceux qui utilisent le modèle linéaire, hein, c'est très peu des régions là. Hein. Vous avez vu, ce n'est pas grand-chose. Mais non, la productivité, la total factor productivity est plus haute hein, que les autres. Mais les différences ne sont proportionnelles. Hein. Ça, les différences entre patterns ne sont pas si fortes. Dernière question. Le débat est intéressant parce que c'est un débat d'économistes. D'abord, en économie, tous les travaux faits par Edge et compagnie sont des travaux de chaînes qui descendent et qui remontent, et non pas des modèles linéaires qui existent depuis 20 ans. Donc, c'est intéressant de voir comment les économistes fabriquent des modèles qui sont robustes dans le temps et avec peu d'intérêt du point de vue pratique. Il suffit de s'intéresser un tout petit peu à la sociologie de l'innovation. Et donc là, on se déplace de discipline. Et en France, on connaît bien les travaux de Calon-Latour et les travaux de Vinck derrière à Grenoble, hein, dont le produit emblématique est les fameuses innovations sur les coquilles Saint-Jacques dans la baie de Somme, qui est en principe un objet dérisoire, mais qui montre comment justement tout le travail que fait l'innovateur, qui n'est pas un travail de R&D. Il y a une erreur de fond, et c'est l'intérêt de tes slides. C'est que ce qui fait l'efficacité productive, l'efficacité industrielle, non pas en produit, mais en service, donc ce qui produit de la valeur, c'est l'innovation transformée en produit-service ayant de la valeur pour les clients. C'est-à-dire le fait que le client est prêt à payer. Et on constate qu'aujourd'hui, on est sur une logique de l'innovation et non pas sur une logique de R&D, qui est une vieille histoire. On retrouve le fait que c'est le milieu social qui est la source de l'innovation et que, en particulier, le salarié de base est capable de produire une innovation qui donne de la valeur à son entreprise à un niveau extrêmement élevé, très au-delà de ce que peut être les bureaux d'études ou encore plus la R&D. Ce qui conduit, Yannick est parti. Mais on voit bien que justement, si on prend uniquement l'investissement dans l'enseignement supérieur recherche et d'autre part la production de valeur du territoire correspondant, c'est logique qu'on n'ait pas une corrélation qui soit forte. Parce que les mécanismes de production de la valeur sont infiniment plus larges que la logique de R&D. Et hier, on évoquait la notion de brevet. Un brevet ne produit aucune valeur. Un brevet, c'est à la fois une logique de protection, mais c'est une logique d'annonce. Ce qui fait la valeur, c'est la licence. C'est ça qui fait la valeur. C'est la capacité à vendre quelque chose qui produit. Donc, voilà, moi, il me semble qu'on en reparlera tout à l'heure. Il faut sortir de la logique de la discipline économique pour rentrer dans de la discipline ou de la non-discipline. Donc, il y a encore un plaidoyer pour que la recherche s'organise de façon à être un peu efficace par rapport à la réalité du monde contemporain.
Merci, Monsieur le Président. Si nous arrêtons maintenant et la suite parle d'à peu près la même chose, donc vous pourrez continuer. Oui. Madame. Ben oui. Très bref. Pour continuer, votre présentation est très claire. Qu'est-ce que vous demandez aux politiques industrielles régionales en tant que petite entreprise avec des routes ici, mais avec des branches sur le monde? Des branches sur le monde, oui, tout à fait. Alors, est-ce que ce que vous me posez comme question, est-ce que c'est par rapport aux politiques régionales en matière d'innovation et de recherche et développement ou en matière globalement industrielle? Parce que c'est deux choses quand même un petit peu différentes aussi. Les deux. Donc, les deux... en tant que PME, j'aime bien avoir la paix. C'est-à-dire que pouvoir faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire et sans schéma directeur trop forcé. Je reviens sur ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire que l'innovation, elle est surtout dans la grande liberté qu'on peut avoir. Il est vrai que ce sont des pistes d'ailleurs qui bougent pas mal en ce moment ici en région et j'espère que ça verra le jour rapidement. Certains outils pourraient faciliter l'accès à des PME, l'accès à certains processus de développement qui peuvent faciliter l'innovation. Entre autres, on parle de Fab Lab, de plateformes technologiques, de choses comme ça. Et effectivement, je pense que là, c'est une piste qui peut être assez intéressante pour l'innovation et sur des investissements qui me semblent assez légers et en laissant surtout à tous une très grande liberté, y compris dans le timing, donc une liberté sur la notion de temps et une liberté en volume aussi. Et par contre, en matière industrielle, il est vrai que un coup de pouce sur les investissements industriels, je pense, ne ferait pas de mal. Mais là, quand je parle ou défiscalisation ou quelque chose d'autre, mais qui permettrait de favoriser l'investissement industriel, parce que là, je le vois avec les deux aspects, c'est-à-dire mon aspect de côté production industrielle chez nous, mais aussi vis-à-vis de mes clients, qui, eux, sont des industriels aussi. Aujourd'hui, il y a quand même, on a sur notre territoire français, globalement sur le territoire Europe occidentale, une forte concentration d'outils industriels. Mais si on ne le tient pas à niveau, si on ne le met pas à niveau, si on ne le maintient pas correctement, si on ne le fait pas évoluer avec les technologies actuelles, eh bien, bientôt ça ne servira plus à grand-chose. Et là, ce sera fort dommage, parce que c'est une de nos forces en Europe occidentale, et je crois qu'on a des possibilités, mais il faut surtout veiller à ce que l'outil industriel soit maintenu en état. Merci, madame. Donc, reprise à 11h10.